Romy Schneider était bien plus qu'une actrice. Elle était une icône, un phénomène, une âme vibrante dont la présence à l'écran captivait des générations. Née en Autriche, révélée à 17 ans dans le rôle de l'impératrice Sissi, elle est devenue une figure incontournable du cinéma français, incarnant une élégance intemporelle et une vulnérabilité déchirante. Mais derrière le glamour, derrière les Césars et les ovations, se cachait une femme brisée par le chagrin, la perte et une quête inassouvie d'amour véritable. Le 29 mai 1982, à seulement 43 ans, Romy Schneider est retrouvée morte dans son appartement parisien, une cigarette entre les doigts, une lettre inachevée sur son bureau. Officiellement, un arrêt cardiaque. Aucune autopsie. Depuis, les rumeurs de suicide, de surdose, ou d'un cœur simplement épuisé par trop de blessures n'ont jamais cessé. Que s'est-il passé dans ces dernières heures? Comment une étoile si lumineuse a-t-elle pu s'éteindre si tôt? Voici l'histoire de Romy Schneider, une femme dont la vie fut aussi bouleversante que ses rôles, marquée par une quête de liberté et un fardeau de douleur. Une étoile née dans l'ombre. Née Rosemarie Magdalena Albach le 23 septembre 1938 à Vienne, quelques mois après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, Romy Schneider grandit dans une dynastie d'acteurs. Sa mère, Magda Schneider, était une star du cinéma allemand, et son père, Wolf Albach-Reti, un acteur respecté. Mais cet héritage prestigieux ne lui offre pas une enfance chaleureuse. À peine âgée d'1 mois, Romy est envoyée chez ses grands-parents dans leur domaine campagnard de Mariengrin, loin de ses parents absorbés par leur carrière. « Je n'ai pas grandi avec des câlins », confiera-t-elle dans une interview en 1976. « J'ai grandi avec du silence. » À 4 ans, ses parents divorcent, et Romy est ballottée entre maison et institution. À 7 ans, elle est placée dans un internat catholique strict, dirigé par des religieuses. L'absence d'affection parentale marque son âme. « Je ne me souviens d'aucun moment heureux, juste du travail », dira-t-elle. Elle trouve refuge dans les pièces scolaires, où jouer devient une évasion, un moyen de fuir la solitude. À 14 ans, sa mère Magda réapparaît avec une ambition claire, faire de Romy une star. Magda, dont la carrière a décliné après la guerre, voit en sa fille une extension de son propre succès. Elle choisit son nom de scène, Romy Schneider, ses premiers rôles, et apparaît même à ses côtés dans Quand refleuriront les lilas blancs, 1953, où Romy, à 15 ans, éblouie par son innocence magnétique. À 17 ans, Romy devient une sensation mondiale avec la trilogie Sissi, 1955 à 1957, où elle incarne l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Sa grâce, son charisme et sa beauté captivent des millions de spectateurs. La trilogie n'est pas seulement un succès commercial, elle devient un phénomène culturel, un conte de fées moderne. Mais pour Romy, ce rôle est une cage dorée. Sissi m'a donné la gloire, mais m'a volé ma vie, dira-t-elle. À 20 ans, elle refuse de poursuivre la série, renonçant à une fortune pour préserver son identité artistique. Ce choix audacieux marque le début de sa réinvention en France. La Renaissance en France, une actrice d'exception. En 1958, Romy s'installe à Paris, un acte de rébellion contre l'image de Sissi et l'emprise de sa mère. En France, elle trouve un cinéma plus audacieux, plus intellectuel. Elle travaille avec des réalisateurs légendaires comme Luchino Visconti, Orson Welles et Claude Sautet, apprenant à parler un français impeccable et à incarner des rôles complexes. Ses performances dans La piscine, 1969, L'importance est d'aimer, 1975, et Une histoire simple, 1978, révèlent une actrice d'une profondeur rare, mêlant vulnérabilité brute et intelligence féroce. Elle ne jouait pas, elle vivait, dira Sautet. Elle remporte 2 Césars, en 1976 et 1979, et devient une icône en France et en Allemagne. Les critiques sont unanimes, Romy transcende l'écran. Bertrand Tavernier compare son jeu à Mozart, ajoutant « Mais moi, je pense à Verdi, à cette passion qui brûle. » Coco Chanel la décrit comme l'incarnation de la femme idéale. Romy joue dans plus de 60 films en 3 décennies, effaçant la frontière entre personnage et réalité. Son regard, à la fois lumineux et hanté, semble porter un secret indéchiffrable. Il y avait quelque chose de musical en elle, dira Visconti. Quelque chose d'éternel. Derrière l'éclat, l'enfance de Romy est marquée par l'absence et la manipulation. Magda, star du cinéma nazi dans les années 1930 et 1940, est une mère distante, obsédée par sa carrière. Des rumeurs, jamais confirmées, évoquent sa proximité avec Hitler, une ombre qui pèse sur Romy. Après son mariage avec Hans Herbert Blatzheim, un riche homme d'affaires, Magda plonge Romy dans un environnement toxique. Blatzheim, qui devient son agent, exerce un contrôle inquiétant. Dans une interview en 1976, Romy confesse « Il me regardait comme s'il voulait me déshabiller. J'étais terrifiée. » Elle vit dans un état constant de méfiance, abandonnée par une mère qui privilégie la carrière au bien-être de sa fille. Magda gère tout, contrat, interview, image publique. Elle ne m'a jamais demandé ce que je voulais, dira Romy.
Seulement ce qui était bon pour ma carrière. À 17 ans, au sommet de la gloire avec Sissi, Romy aspire à l'autonomie. Son départ pour la France est une fuite, non seulement de l'image de l'impératrice, mais aussi de l'emprise maternelle. Je voulais être moi, dira-t-elle. Pas la poupée de quelqu'un. La malédiction de Sissi, une image étouffante. Le rôle de Sissi, qui propulse Romy au rang de mythe, devient une malédiction. Le public l'adore comme une impératrice de contes de fées, mais refuse de la voir autrement. Je ne suis pas Sissi, je ne l'ai jamais été, répète-t-elle. Lorsqu'on lui propose 6 autres volets, elle refuse, aux grandes dames des producteurs. J'ai choisi ma liberté, dira-t-elle. En France, elle se réinvente, jouant des femmes complexes, brisées, passionnées. Mais l'ombre de Sissi persiste. Peu importe ce que je faisais, on me ramenait à elle, confiera-t-elle. Cette image idéalisée, figée dans une jeunesse éternelle, l'empêche de respirer. Les amours brisés, une quête d'absolu. La vie amoureuse de Romy est une série de passions intenses et de désillusions cruelles. En 1958, sur le tournage de Christine, elle rencontre Alain Delon, un acteur inconnu de 22 ans, charismatique et rebelle. Leur amour est immédiat, passionnel, défiant l'opposition de Magda, qui juge Delon indigne. Avec Alain, je me sentais vivante, dira Romy. Ils deviennent les fiancés de l'Europe, mais leur relation est tumultueuse. Les disputes, l'ambition croissante de Delon et ses infidélités usent Romy. En 1963, alors qu'elle tourne à Hollywood, Delon la quitte par une lettre. Je pars au Mexique avec Nathalie. Adieu. Dévastée, Romy tente de se suicider en se taillant les veines. Après Alain, je n'ai plus jamais été la même, avouera-t-elle. En 1966, elle épouse Harry Meyen, un acteur et metteur en scène allemand, survivant des camps nazis. Leur fils, David, né en 1966, apporte une brève période de paix. Avec Harry, j'ai trouvé un équilibre, dira-t-elle. Mais Meyen devient distant, rongé par ses propres démons. Leur mariage s'effrite, et ils divorcent en 1975. En 1979, Meyen se pend, laissant Romy rongée par la culpabilité. J'ai enterré mon mari, dira-t-elle. Je ne me le suis jamais pardonné. En 1975, Romy épouse Daniel Biasini, son secrétaire. Leur fille, Sarah, naît la même année. Mais Biasini, jaloux et contrôlant, ne comble pas le vide laissé par Delon. J'ai voulu tout avoir, l'amour, la carrière, les enfants, confiera-t-elle. Ça ne marche jamais. Leur mariage s'effondre, et Romy sombre dans l'alcool. Malgré leur rupture, Delon reste une présence. En 1969, ils se retrouvent dans la piscine, leur alchimie électrisant l'écran. Elle était mon amour éternel, dira Delon. Un mariage sans papier. Mais il ne revient jamais, et Romy compare chaque homme à lui, un poison qui la consume. En 1980, Romy trouve un semblant de paix avec Laurent Pétain, un producteur plus jeune. Contrairement à ses ex, Pétain ne cherche ni à la contrôler ni à exploiter sa gloire. Il m'a aimé pour moi, dira-t-elle. Mais même cet amour ne peut réparer les blessures accumulées. Le dernier acte, la perte de David et l'effondrement. En 1981, la vie de Romy s'effondre. Une tumeur au rein, diagnostiquée après une première opération en 1979, la laisse affaiblie, souffrant de douleurs chroniques et d'insomnie. Elle continue à tourner, à sourire en public, mais son regard trahit une fatigue profonde. Puis, en juillet 1981, un drame inimaginable frappe. Son fils David, 14 ans, tente d'escalader un portail chez ses beaux-grands-parents. Il glisse, et un pic transperce son artère fémorale. Il se vide de son sang en minutes. Romy, absente ce jour-là, s'effondre. Leur dernière conversation était une dispute. David avait refusé des vacances avec elle et Pétain. Je l'ai renvoyé, confiera-t-elle à une amie. Et maintenant, il n'est plus là. La mort de David brise Romy. J'ai enterré mon mari, j'ai enterré mon fils, dira-t-elle. Ils ne m'ont jamais quitté. Elle cesse de s'alimenter, boit de plus en plus, et s'isole. Des bouteilles de vin s'accumulent dans son appartement. Elle écrit des lettres à David, jamais envoyées, et pleure sur les plateaux, incapable de distinguer jeu et réalité. On ne joue pas une douleur pareille, dira un réalisateur. On la vit. Son dernier film, La passante du sans-souci, 1982, un drame sur la perte et l'exil, reflète son propre désespoir. Simone Signoret, sa partenaire, la soutient. Continue, Romy. Le travail te sauve. Mais tous voient qu'elle s'éteint. Sarah, sa fille, entame une carrière d'actrice, mais un scandale éclate, une liaison avec un réalisateur marié. Les tabloïds s'acharnent, accusant Romy d'être une mauvaise mère. Il disait que la tragédie était ma malédiction, confiera-t-elle. Elle refuse de fuir. Si je pars, David ne saura pas où me trouver, dira-t-elle à Pétain, convaincue que son fils pourrait revenir. Le 29 mai 1982, Le Monde apprend avec stupeur la mort soudaine de Romy Schneider,
l'une des actrices les plus emblématiques et aimées de son époque, retrouvée sans vie dans son appartement parisien par son compagnon, Laurent Pétain. La scène, figée dans une tragique intimité, est presque cinématographique. Romy, affalée sur son bureau, une cigarette éteinte entre les doigts, une lettre inachevée adressée à un magazine pour annuler une interview, la plume suspendue en plein mot, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ce détail, ce mot interrompu, devient le symbole d'une vie brutalement écourtée, d'une histoire laissée sans point final. Le médecin légiste, appelé sur les lieux, conclut rapidement à un arrêt cardiaque, une explication simple mais qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Aucune autopsie n'est pratiquée, une décision officiellement justifiée par le désir de préserver le mythe de Sissi, cette image d'une Romy éternellement jeune et radieuse dans le rôle qui l'a propulsée au rang de légende. Mais cette absence d'examen approfondi alimente un mystère qui persiste encore aujourd'hui, plus de 4 décennies plus tard. Suicide? Surdose accidentelle? Un cœur simplement épuisé par des années de chagrin et de lutte personnelle? Les spéculations s'entrelacent, formant un voile d'incertitude autour des dernières heures de l'actrice. Romy Schneider, à 43 ans, était bien plus qu'une icône du cinéma européen. Derrière son visage d'une beauté saisissante, derrière ses performances inoubliables dans des films comme Sissi, La piscine ou César et Rosalie, se cachait une femme profondément marquée par les épreuves. La perte de son fils David, mort tragiquement à 14 ans l'année précédente, en 1981, dans un accident aussi absurde que dévastateur, avait brisé quelque chose en elle. Ce drame, ajouté à une vie déjà ponctuée de lutte contre l'alcoolisme, des problèmes de santé chroniques, notamment un rein affaibli après une opération dans les années 1970, et une carrière exigeante qui l'avait placé sous une pression constante, semblait avoir érodé sa capacité à continuer. Alain Delon, son ancien compagnon et partenaire à l'écran, dont la relation avec Romy avait été aussi passionnée que tumultueuse, livre un témoignage poignant après sa mort. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. David l'a emporté. Ces mots, lourds de douleur et de regret, suggèrent que Romy, submergée par le chagrin, avait peut-être atteint un point de rupture. Pourtant, une voix discordante s'élève pour contester cette lecture. Claude Pétain, amie proche et confidente de longue date, affirme avec conviction. Romy ne s'est pas suicidée. Elle était amoureuse, elle avait des projets. La veille de sa mort, les deux femmes avaient partagé un dîner, prolongeant leur conversation jusqu'aux heures tardives de la nuit. Romy, selon Claude, était animée, pleine d'espoir pour l'avenir, et avait même refusé un somnifère proposé par son ami, déclarant avec fermeté. « Tu sais que je ne prends plus ces trucs-là. » Cependant, Claude note un détail troublant. Romy, malgré son apparente vitalité, souffrait d'insomnie chronique, incapable de trouver le repos dans un esprit tourmenté par les souvenirs et les pertes. L'enquête sur les circonstances de sa mort ne révèle aucun indice matériel flagrant. Aucune bouteille d'alcool vide, aucun flacon de pilule renversé, rien qui puisse indiquer une overdose intentionnelle ou accidentelle. Pourtant, les éléments de sa vie, son rein fragilisé, qui limitait sa capacité à métaboliser l'alcool ou les médicaments, son histoire d'alcoolisme, qu'elle avait tenté de surmonter à plusieurs reprises, et surtout le poids écrasant de son chagrin, suggèrent qu'un cocktail de facteurs physiologiques et émotionnels pourrait avoir suffi à arrêter son cœur. Le chagrin tue aussi, dira un proche, une phrase qui résonne comme une vérité universelle dans le contexte de la vie de Romy. Elle avait porté le deuil de son fils comme une blessure ouverte, une douleur qu'aucun rôle, aucun amour, aucun projet ne pouvait apaiser. Chaque jour depuis la mort de David était une lutte pour trouver un sens à continuer, pour se lever et affronter un monde qui semblait désormais vidé de lumière. Romy est inhumée sous son nom de naissance, Rosemary Albach, dans le petit cimetière de Boissy-sans-Avoir, un choix qui reflète peut-être son désir de retrouver, dans la mort, une simplicité et une authenticité qu'elle avait parfois perdues sous le poids de sa célébrité. Alain Delon, absent des funérailles, rongé par sa propre douleur et peut-être par la culpabilité d'une relation complexe, prend une décision déchirante. Il fait exhumer le corps de David pour qu'il repose aux côtés de sa mère. Pour qu'elle ne soit pas seule, murmure-t-il, selon ceux qui l'ont entendu, une phrase qui traduit son besoin de réunir, dans l'éternité, la mère et le fils que la vie avait si cruellement séparés. Dans une lettre déchirante publiée après sa mort, Delon s'adresse directement à Romy, comme s'il refusait d'accepter sa disparition. « On me dit que tu es morte, mais moi, je te vois dormir. Ich lieb dich, ma poupée. » Ces mots, empreints d'un amour indéfectible et d'un refus presque enfantin de la réalité, deviennent un hommage poignant à une femme qui, pour lui, restera à jamais vivante dans son cœur. Le mystère entourant la mort de Romy Schneider ne sera peut-être jamais pleinement résolu. Les théories abondent, alimentées par les médias, les témoignages contradictoires, et l'aura tragique qui entourait déjà l'actrice de son vivant. Était-ce un suicide déguisé, une tentative désespérée de fuir une douleur insupportable? Une surdose accidentelle, fruit d'un mélange fatal d'alcool et de fatigue? Ou simplement un cœur épuisé, incapable de supporter plus longtemps le poids des années de lutte et de perte?
Chaque hypothèse semble plausible, mais aucune ne peut capturer toute la complexité de Romy, une femme qui était à la fois une star intouchable et une âme profondément vulnérable. Ce qui reste, au-delà des spéculations, c'est l'image d'une artiste dont la vie, comme ses films, était une tapisserie d'émotions brutes, de beauté fragile et de tragédies silencieuses. Sa lettre inachevée, son refus du somnifère, sa dernière conversation avec Claude Pétain, tous ces fragments racontent l'histoire d'une femme qui, jusqu'à la fin, a cherché à vivre selon ses propres termes, même si ces termes étaient marqués par la douleur. À Boissy sans avoir, sous une pierre tombale portant son nom véritable, Romy repose enfin, réunie avec son fils, dans un silence qui, pour la première fois, n'est plus synonyme de souffrance.